Salut à tous, il y a quelques semaines, nous vous faisions une vidéo sur tous ces joueurs qui, en NBA, avaient fait changer les règles dans le jeu. Cette vidéo vous avait visiblement beaucoup intéressé, et vous avez demandé un tome 2. Voici pourquoi aujourd'hui nous allons aborder ceux qui, par leur attitude ou leur tenue vestimentaire, ont fait changer des règles concernant le dress code ou encore les bons comportements à adopter dans la Grande Ligue. Avant de commencer, alors que la saison NBA vient de se conclure sur le titre des Warriors, et qu'on se projette déjà sur la prochaine avec la draft, la free agency et bientôt la sortie du calendrier NBA, avec Trip Double on s'active déjà en coulisses pour vous faire vivre une saison de folie avec des voyages dingues. Au programme, il y aura New York, Los Angeles, Chicago, San Francisco, mais aussi Miami, Milwaukee et peut-être même Boston et d'autres destinations. Ne perdez donc pas de temps si vous voulez être certain d'avoir des places pour réaliser votre rêve. Préinscrivez-vous d'ores et déjà gratuitement sur le lien qui apparaît pour être mis au courant avant la sortie publique des nouveaux voyages courant septembre. Mais revenons à nos joueurs, et le premier dont nous pouvons parler ici, c'est évidemment Allen Iverson. Si dans l'histoire, il y a un mec qui a emmené la culture hip-hop sur les terrains de basket et sur les bancs en NBA, c'est bien lui. Déjà pour chaque match, il se ramenait avec des shorts qui descendaient bien en dessous des genoux, ce qui était à la mode à l'époque. Notons d'ailleurs que le premier à avoir porté des shorts un peu plus longs que la moyenne était Michael Jordan. Mais s'il faisait ça, lui, cela n'avait rien à voir avec le hip-hop, c'était seulement pour pouvoir porter en dessous le short de sa fac, North Carolina, qui selon lui portait bonheur. Cela a lancé une mode assez rapidement, mais Allen Iverson, au début des années 2000, a poussé cette mode à l'extrême, en jouant, comme pas mal de freestylers des N1 mixtapes de l'époque, avec des shorts méga larges. D'ailleurs, si AI est le premier à avoir abusé, beaucoup de ses collègues ont suivi, et l'exagération est devenue phénoménale. TJ Ford, par exemple, lors du shooting de début de saison des Bucks, portait alors un de ces trucs, impossible d'appeler ça un short. On rappelle que short ça signifie court en anglais. Peu à peu, comme dans le hip-hop avec ses baggies, cette tenue s'est démocratisée et d'autres joueurs comme Gilbert Arenas ou Carmelo Anthony se mirent à porter des shorts avec plus de X devant le L qu'il n'y a de place sur l'étiquette. Au bout d'un moment, il fallait stopper ça, car à ce rythme, les shorts allaient finir par couvrir les chaussures des joueurs. C'est ainsi qu'en 2005, David Stern imposa que les shorts arrivent au plus bas 0,1 pouce au-dessus du genou du joueur, soit quelques millimètres. Reebok, qui était l'équipementier de la ligue, mais aussi l'équipementier d'Allen Iverson, continua pourtant à envoyer des shorts baggy à tous les joueurs qu'il désirait, car visiblement The Answer y tenait à la longueur de ses shorts. Résultat, cette même année, 13 joueurs dans la ligue reçurent une amende de $10 000. Ça a fini par les calmer, et dès 2006, ce fut Adidas qui prit la place de Reebok pour produire les maillots destinés aux fans. Il ne fallait pas plaisanter avec tonton Stern. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que cette saison-là, le commissionneur n'a pas fait dans la demi-mesure. Encore une fois, Allen Iverson, lorsqu'il arrivait au match, ou se tenait sur le banc car blessé, aimait arborer la parfaite panoplie du rappeur. Casquette de baseball, durag, maillot de foot US, énorme chaîne, baggy extra large et Timberland. Là encore, beaucoup d'autres joueurs ont suivi, et il est vrai que parfois, sur les bancs NBA, avec les looks des joueurs blessés, l'ambiance pouvait faire un petit peu ghetto. Le problème, c'est que cette image-là, et encore plus après l'énorme baston du palace d'Auburn Hills, David Stern n'en voulait plus. Hors de question, d'un point de vue business, que la NBA soit associée à une représentation gangster, quelle qu'elle soit. C'est ainsi que pour les arrivées au match, et pour tous les joueurs présents sur le banc qui n'étaient pas en tenue, le commish a imposé le costard aux couleurs sobres, et les chaussures de ville, pas les Timberland. Tout le monde dut s'y faire, et même si beaucoup de joueurs se montraient avec des costards bien trop larges, car encore une fois c'était la mode dans le rap, les tenues sur le banc étaient devenues d'un coup beaucoup moins flashy. Aujourd'hui, cette règle sur le dress code est encore communément appelée la Iverson Rule, car il est probablement celui qui en a le plus fait les frais, et qui à l'époque dans ce domaine était clairement dans le viseur de Stern. Notons pour conclure que même si officiellement la règle n'a pas changé, depuis l'arrivée d'Adam Silver, la ligue s'est clairement assouplie au fur et à mesure, et aujourd'hui rares sont les joueurs blessés qui viennent assister au match en costard, tant le look fashion a pris la place du côté gangsta en NBA. Parlez-en à Russell Westbrook. Cependant, il n'y a pas à dire, pour le côté business, cette image casual semble tout de même beaucoup plus bankable pour la grande ligue que les costards. Notons qu'un peu plus tôt, à cette époque-là aussi, Sam Perkins, lorsqu'il jouait aux Pacers en 2000, avait tenté de créer son propre style. Le pivot, lors d'un match de pré-saison, a débarqué sur le terrain avec un durag, cette espèce de foulard en polyester souvent utilisé par la culture afro-américaine pour protéger les cheveux crépus, et ensuite devenu l'un des marqueurs phares du look hip-hop. Sur ce coup-là, Stern n'a pas traîné. Dès la fin du match, il a envoyé un mémo aux Pacers et à toute la NBA. Cet accessoire n'avait rien à faire, selon lui, sur un terrain de basket, et il a immédiatement été banni. Le message est passé, et depuis Sam Perkins en pré-saison, nous n'avons plus jamais pu observer de durag sur les terrains de la Grande Ligue. Toujours dans les accessoires qui se portaient sur la tête, enchaînons maintenant avec Rajon Rondo, adepte des bandeaux en début de carrière. Par contre, dans sa façon de le porter, il avait une particularité, car il aimait les mettre à l'envers, avec le logo de la NBA qui se retrouvait du coup la tête en bas. Après quelques mois de laisser aller, et d'autres joueurs qui se mirent à faire la même chose, sans doute parce qu'ils trouvaient ça cool, les dirigeants de la ligue ont décidé de se réunir. Visiblement, ils en ont conclu que renverser le logo de la sorte
short pouvait être considéré comme un message insultant pour la NBA, une sorte de reniement. Pourtant, selon Rondo, c'est juste que c'est arrivé une première fois par accident, et qu'il a ensuite décidé d'être original, et d'en faire sa marque de fabrique, sauf que personne ne l'a cru. C'est donc peu après que David Stern imposa aux joueurs de remettre leur bandeau à l'endroit, sous peine de recevoir une amende. Vexé par cette décision, Rajon Rondo a ensuite décidé de passer de longues saisons sans porter de bandeau. D'ailleurs, à propos des bandeaux, vous vous rappelez sûrement de ce que les fans ont surnommé les Ninja Headbands, que Jimmy Butler fut l'un des premiers à porter. Il s'agissait tout simplement d'un bandeau en tissu qui se nouait derrière la tête, et qui, soyons honnêtes, apportait un style plutôt cool lors de la saison 2018-2019. Peu à peu, d'autres joueurs commencèrent à suivre la vague, comme Jrue Holiday, Montrezl Harrell, De'Aaron Fox, Karl Anthony Towns, Jarrett Allen et bien d'autres encore. C'était fun. Sauf que, encore une fois, la NBA a mis son nez là-dedans, et dès la saison 2019-2020, ce nouvel accessoire fut complètement banni. Pourtant, contrairement à ce que l'on a vu jusque-là, son bannissement n'était visiblement pas dû à une question de look, de lien trop fort avec la culture hip-hop, ou encore à un manque de respect pour la ligue. En effet, comme on l'a déjà dit, Adam Silver semble beaucoup plus souple que son prédécesseur concernant cet aspect. Par contre, concernant la sécurité, il ne rigole pas. Pour lui, il n'y avait aucun moyen de contrôler la longueur des nœuds derrière la tête, qui en plus de ça devenait de plus en plus long. Pour le comiche, cet accessoire était donc complètement incompatible avec la pratique d'un sport de contact comme le basket, et plutôt que de réglementer la taille des bouts qui dépassaient, il a tout simplement banni le Ninja Headband. Les façons dont ces bandeaux étaient noués aussi, qui étaient incontrôlables et qui apparemment présentaient un danger, furent également un souci. Il est vrai que ce serait dommage qu'un joueur, suite à un contact, se fasse étrangler par le nœud coulant de son Ninja Headband qui aurait glissé sur sa gorge. Tant pis, même si c'était fun, pas le choix, on s'en passera. Rafael Nadal et Roger Federer prennent en effet beaucoup moins de risques à porter un tel accessoire dans la pratique du tennis. Parlons également du cas Caron Butler, qui depuis très jeune avait pris une habitude plutôt étrange. Constamment dans la vie de tous les jours, et même sur les terrains de basket, il mâchouillait des pailles en plastique, jusqu'à littéralement les détruire complètement. De ce que l'on a lu, il lui arrivait d'en consommer plus de 20 par jour. Ouais, 20, un véritable massacre écologique. Pendant longtemps, il a fait ça discrètement, et pendant ses 8 premières saisons passées dans la ligue, personne n'a dit quoi que ce soit aux joueurs. Le souci, c'est qu'en 2010, lorsque Butler est arrivé à Dallas, Mark Cuban s'est aperçu de la très mauvaise habitude de son joueur, qui évidemment était dangereuse, vu qu'en cas de choc, il risquait l'étouffement en avalant sa paille mâchouillée. Il est alors allé voir Butler et lui a tenu un discours de prévention, en lui demandant de stopper cette manie directement, au moins lorsqu'il était sur le terrain. Sauf que rien à faire, c'était un tic qui durait depuis bien trop longtemps. Butler ne pouvait pas s'arrêter, et jamais il n'écouta son dirigeant. Mark Cuban a alors fait la balance, toujours dans le but de protéger son joueur, et a informé la ligue des agissements secrets de Caron Butler. La NBA dut alors mettre une nouvelle règle en place, rien que pour lui, pour des raisons sécuritaires. Et oui, aujourd'hui, il existe une ligne dans le règlement de la ligue interdisant aux joueurs de mâcher des pailles en plastique pendant les matchs. Lunaire, non, merci pour ça, Caron Butler. De plus, c'est aussi pour des raisons de sécurité que les bijoux, et notamment les chaînes autour du cou, sont interdites en NBA. Imaginez un joueur qui se prend le doigt dans la chaîne d'un autre joueur, et de lourdes conséquences pourraient alors avoir lieu pour les deux protagonistes. Aujourd'hui, cela paraît complètement logique. Pourtant, à l'époque, de Julius Erving à Willis Reed, il n'était pas rare de voir des joueurs porter des chaînes de cou lorsqu'ils jouaient. C'était la mode, et ça avait visiblement bien souvent un côté porte-bonheur, familial ou religieux, et jusque-là, la ligue fermait les yeux. Mais comme souvent, il y a eu des abus, et lorsque Daryl Dawkins s'est mis à porter autant de chaînes autour de son cou que Mr. T pour une question de look, bien évidemment, il a fallu sévir. Après avoir obligé la ligue à solidifier ses planches comme nous l'avions évoqué dans notre vidéo précédente sur les changements de règles, Chocolate Thunder fut également celui qui fut à l'origine du bannissement des bijoux. Comme quoi, à sa façon, même s'il n'aura jamais été All-Star, Daryl Dawkins aura marqué la ligue par son passage. Enchaînons désormais avec une règle fun qui concerne les pansements sur le visage. En 2009, Dwayne Wade avait une coupure sous l'œil, et pour l'occasion, pour des raisons médicales, un pansement était alors posé à l'endroit de la plaie, sur son visage. Jusque-là, tout va bien. Le souci, c'est qu'à l'instar du rappeur Nelly, qui constamment portait un tel pansement alors qu'il n'avait pas de coupure, Flash a essayé de rendre ça cool aussi en NBA. C'est ainsi qu'ensuite, alors que sa blessure était guérie, il continua à porter ce pansement. Jusque-là, on peut trouver ça un peu bizarre, mais au final, il n'y a rien de grave. Mais ce n'était pas fini, et peu à peu, Wade se mit à faire passer des messages sur son pansement, affichant plusieurs motifs, plusieurs écritures, envisageant même de s'en servir comme un accessoire publicitaire. Ça, mis à part pour les chaussures, vous le savez, la NBA n'aime pas qu'un joueur puisse mettre en valeur une autre marque que celle de l'équipementier officiel de la Grande Ligue. Ce type de pansement fut alors directement interdit par David Stern du jour au lendemain, et de lourdes amendes furent promises à Wade s'il continuait à arborer cet accessoire. Tant pis pour toi, Flash, tu as essayé de lancer une mode sur les parquets, mais ça a vite fait flop. D'ailleurs, toujours dans ces histoires de marque ou de business, J.R. Smith, pendant quelques matchs de pré-saison en 2017, avait décidé de porter des accessoires de la marque Supreme. Bien entendu, il n'a fallu que peu de temps avant que la NBA n'intervienne pour les mêmes raisons commerciales. Mais vous connaissez J.R. Smith, pas facile de lui imposer sa propre volonté, et voilà pourquoi rapidement après, le voilà qui débarque avec un énorme tatouage Supreme sur la jambe. Malin le gars, enfin pas tant que ça. Adam Silver lui a, à lui aussi, immédiatement envoyé un mémo lui imposant de couvrir ce tatouage pour chacun des matchs NBA qu'il disputerait, on pouvait s'y attendre. Aujourd'hui, J.R. Smith, qui pour l'occasion
occasion avait été soutenu par Kelly Oubre Jr., ni encore que la marque le sponsorisait pour ça. S'il la mettait en valeur, dans son discours en tout cas, c'est que Supreme représentait exactement les valeurs street de hustle et de combativité qu'il définissait en tant que personne. Ok, pourquoi pas, même si de là à se faire tatouer le nom d'une marque sur le mollet, ça paraît gros. Nous pouvons d'ailleurs noter que Hyman Shumpert, qui s'était fait une coupe de cheveux intégrant le logo Adidas, s'était fait punir de la même façon quelques années plus tôt. Mais pour revenir à Smith et son tatouage, évidemment, il a râlé, et plutôt à juste titre d'ailleurs. Parce que oui, il faut savoir que la NBA n'a jamais rien dit à Marcin Gortat, qui dans les années 2000-2010 arborait sur la jambe le logo de la marque Jordan, alors que Reebok puis Adidas étaient les équipementiers officiels de la ligue. Ça c'est moyen. On en conclura donc que Jordan Brand en NBA a quelques passes droits que les autres marques n'auront jamais. Et justement, en parlant de Michael Jordan, il faut parler de la Jordan 1 Band, à qui nous avons dédié toute une vidéo. Du coup, sans rentrer dans les détails que vous trouverez tous là-bas, retenez une chose. À l'époque, pour qu'une chaussure soit autorisée par la ligue, il fallait que 51% de son coloris soit blanc. En pré-saison, MJ, qui déjà aimait se faire remarquer, a alors porté un modèle de chaussure prototype de la Jordan 1, la Nike Airship, qui n'avait de blanc que la semelle. Aïe. Évidemment, vous connaissez, la NBA envoyait un mémo aux Bulls, menaçant de pénaliser le joueur de $5000 d'amende si, à nouveau, il portait un modèle non autorisé en match officiel. Jordan a sagement écouté, et malgré les mythes et les rumeurs, il n'a finalement jamais pris d'amende. Cependant, Nike a largement surfé sur la vague de la légende de cette Jordan bannie pour en faire un coup monstrueux au niveau marketing, et en faire l'un des modèles de sneakers les plus iconiques de l'histoire. Encore une fois, la marque au swoosh avait réalisé un super coup pour booster ses ventes, GG à eux. Notons quand même qu'aujourd'hui, Michael Jordan n'aurait plus aucun souci à porter ce modèle de pompe, vu que depuis 2018, chaque joueur peut porter les chaussures qu'il veut, qu'elles soient majoritairement blanches ou non, qu'elles matchent les couleurs associées à leur équipe ou pas. Avouons que c'est quand même beaucoup plus fun à voir sur le parquet, et que ça permet également aux marques de sortir des dizaines et des dizaines de coloris atypiques pour encore booster leur vente à elles aussi. Et oui, sur le look, Adam Silver est beaucoup plus tolérant que David Stern, mais il sait aussi exactement comment fonctionne le business dans le sport de haut niveau. Il faut aussi que l'on évoque rapidement Mathieu Della Vedova, qui en 2016 portait un bracelet connecté permettant de mesurer sa fréquence cardiaque ou la température de son corps. Si la ligue n'a rien vu pendant une quinzaine de matchs, elle lui a finalement écrit pour interdire ce gadget, qui fournissait des informations interdites pour les joueurs sur le terrain. Cependant, encore une fois, du côté de Della Vedova, tout ceci était peut-être lié au business, vu que la marque Whoop, qui avait fourni le bracelet, venait d'engager un proche de LeBron, qui à l'époque était le coéquipier de l'arrière australien. Y a pas de petit profit. Toujours dans les accessoires plutôt originaux, nous avons aussi les lunettes teintées qu'avait tenté de porter Javal McGee en début de saison 2021-2022. S'il avait fait ce choix, c'était pour se protéger de la lumière après qu'il ait reçu un doigt dans l'œil. Sauf que ça n'a pas plu à la NBA, et pendant le match, la ligue a contacté les Suns et promis une grosse amende à McGee s'il re-rentrait en jeu avec ses verres. Il a donc décidé d'en changer immédiatement, mais ce que l'on peut se demander, c'est pourquoi la NBA a-t-elle été si sévère? En fait, c'est tout simple, les dirigeants estiment que pour jouer au basket, il est nécessaire de pouvoir voir les yeux de son adversaire. C'est pour ça, par exemple, qu'en 2014, Adam Silver avait demandé à LeBron s'il pouvait retirer son masque de protection noire. Il n'y avait pas d'obligation vu que ses yeux restaient visibles et que des joueurs comme Kobe Bryant ou Joel Embiid ont eux aussi porté des masques opaques. Cependant, la ligue préfère les masques transparents pour que le regard reste bien visible. LeBron James a décidé de suivre les conseils, tandis que d'autres ne l'ont pas fait. Mais contrairement à Javal McGee, ils ont eu le choix eux, car définitivement en NBA, il est maintenant interdit de porter des lunettes over teintées. Mais le must en termes de what the fuck revient encore à J.R. Smith, qui définitivement est en train de s'imposer comme la star de cette vidéo. Lors des finales 2015, l'arrière a eu l'excellente idée de se pointer pour un match de finale NBA en overboard. Ouais, rien que ça. Il n'a pas fallu longtemps pour que la NBA prenne des mesures, bannisse ce moyen de transport et l'inscrive dans la liste des activités interdites pour les joueurs, tout comme faire du jet ski, du trampoline ou toute autre pratique jugée à risque. Notons qu'à l'occasion, la NBA a également interdit la présence d'armes à feu dans les sacs ou dans les casiers des joueurs. Ça, J.R. Smith n'y est pour rien, mais avouons-le, ce n'était pas forcément une mauvaise idée vu l'histoire qui avait eu lieu entre Gilbert Arenas et Javaris Crittenton en 2009. Puis allez, tant qu'à faire, nous pouvons également évoquer l'interdiction de parier entre plusieurs membres d'une organisation, mise en place en 2016. À l'époque, John Wall et Howard Isley, alors assistants des Wizards, avaient fait un deal. À chaque balle perdue du meneur de jeu, celui-ci devrait lui filer $100. Ces histoires d'argent qui potentiellement auraient pu dégénérer n'ont pas plu à la ligue, qui a vite envoyé un mémo comme elle sait le faire pour faire cesser cette pratique au plus vite. Dommage pour Isley, vu qu'à l'époque, Wall perdait tout de même 4,3 ballons par match en moyenne. Une somme qui, à l'échelle d'une saison de 82 matchs, aurait quand même représenté plus de $35 000. Et plus que les questions de look, les histoires commerciales ou les mauvaises habitudes, saviez-vous que certains gestes étaient eux aussi interdits en NBA sur un terrain? Là on ne parle pas des gestes évidemment bannis, comme les doigts d'honneur, les gestes menaçants ou insultants ou représentant des armes à feu, mais bel et bien d'une danse, la Big Balls Dance, introduite dans les années 2000 par Sam Cassell. Nous sommes lors des demi-finales de conférence 2006. Sam Cassell réalise un match énorme, compilant 28 points, 9 passes et un shoot méga clutch qui donna 6 points d'avance aux Clippers à 27 secondes de la fin. Autant le dire, la rencontre était définitivement
définitivement plié, et le moment était venu pour le meneur de jeu de célébrer sa performance titanesque. Ceci dit, au lieu de parcourir le terrain les bras levés, comme certains le font, il écarta les jambes pour faire son move signature, remuer 2 immenses testicules invisibles afin de faire comprendre à tout le monde à quel point il avait les coronesses bien accrochées. Épique. Franchement, ce moment a marqué les esprits, mais ce fut bien trop vulgaire pour une NBA qui de plus en plus tentait de véhiculer une image plus aseptisée. Pourtant, cela faisait déjà quelques années que Castle réalisait cette célébration, dont nous avions observé les prémices avec les Wolves en 2004. Toutefois, faire ça en play-off dans un match diffusé à l'international, c'était beaucoup trop pour la Grande Ligue. C'est ainsi qu'à partir de 2006, tout joueur qui réaliserait la Big Balls Dance serait allégé de 15 000 $ sur son compte en banque. Ça commence à faire beaucoup. Pourtant, cette Big Balls Dance est tellement cool que des légendes comme Kobe Bryant et même plus récemment LeBron James ont à leur tour sous-pesé leur immense testicule invisible suite à un shoot clutch, quitte à payer une amende. À croire que ça vaut le coup. Nous n'avons donc pas le choix que de donner un immense crédit à Sam Cassell pour cette petite invention. Et puis tiens, pour finir, vu que nous venons d'évoquer LeBron, notons qu'indirectement il a fait changer certaines règles lui aussi, mais des règles directement destinées aux fans. Si l'on se remet un peu dans le contexte, il faut se rendre compte que lorsqu'en 2010 le King a annoncé son changement d'équipe dans une émission télé intitulée The Decision, il a probablement reçu plus de haine que n'importe quel joueur dans l'histoire. Le voir délaisser la ville de Cleveland et son Ohio natal sans titre pour aller remporter des bagues avec Dwayne Wade et Chris Bosh à Miami, forcément, ça a déplu à beaucoup. Et là vous imaginez bien que le 2 décembre 2010, lorsque LeBron est revenu jouer à Cleveland, le public l'attendait de pied ferme. Sauf que quelques jours avant, des infos en provenance de la Q Arena avaient fuité. Dans la ville, en soum soum, peu avant l'événement, de nombreux t-shirts étaient distribués à tous ceux qui avaient prévu d'acheter des places. Dessus, on pouvait y lire des messages obscènes, haineux et très insultants envers LeBron. En parallèle, d'autres fans dévoilaient sur Twitter les panneaux qu'ils avaient confectionnés pour l'occasion, et vous imaginez que ce n'était pas tendre envers le King. Tout était fait pour que le chaos soit total, et pour que LeBron James vive un enfer, sauf que, évidemment, la NBA n'allait pas laisser passer ça, d'autant plus que la rencontre allait être diffusée sur toutes les télés de la planète. Les dirigeants de la Ligue ne tardèrent donc pas à créer un nouvel alinéa dans le règlement, pour bannir tout message haineux en provenance du public, que ce soit vocal ou visuel, avec des vêtements ou des panneaux. Les fans de Cleveland ont alors tous été prévenus par la NBA, ils ne pourraient pas rentrer s'ils ne respectaient pas ces conditions. Au final, personne ne fut laissé à la porte, même si quelques panneaux furent confisqués. Ceci dit, la NBA, pour ce match-là, imposa aux Cavaliers de doubler leur personnel de sécurité afin de pouvoir contrôler chaque spectateur. Aujourd'hui, la règle est restée, et à l'entrée des matchs, les contrôles sont bel et bien toujours actifs. Quoi qu'il en soit, rien qu'avec son aura, LeBron aura lui aussi fait évoluer les règles pour le dress code, ou pour l'attitude, mais beaucoup plus dans les tribunes que sur le terrain. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.